Je sais pas, c'est pod ou pod? Ah, podcast. 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 C'est bon, bien installé? Allez, action, alors on commence. Girl power, hein. La vie est une vague. La vie est un flux. Qu'est-ce qu'un boomer? Hakuna Matata. En fait, on est un peu périmés. Bienvenue à tous dans le podcast Mémoire de route, le recueil moderne des histoires inspirantes et rassurantes. Parce que parfois, écouter les récits et les chemins des autres, c'est le petit déclic qu'il nous faut pour retrouver du sens. Salut à tous, moi c'est Camille, j'ai 36 ans et j'essaierai de vous proposer ici un petit break dans votre quotidien, en recevant derrière mon micro des amis, des histoires de vie, des rencontres habitées qui ont résonné en moi et j'espère résonneront en vous. Je vous souhaite à tous une belle écoute. Et Benjamin, merci d'avoir accepté de raconter ta route et ton parcours derrière mon micro. Alors, t'es bien installé? Je suis très bien, merci T'es bon? Camille. Impeccable. Bon, alors du coup, on va peut-être commencer déjà. Peux-tu nous dire qui tu es avec tes propres mots? Oui, je m'appelle Benjamin Combe, j'ai 45 ans, j'ai grandi à Paris, j'ai vécu quelques années en Chine et je suis de retour à Paris depuis environ 15 ans. Côté pro, j'ai une société que j'ai montée il y a 12 ans qui s'appelle les Ateliers Durables. C'est un réseau de formateurs et de formatrices sur les sujets de la santé, du bien-être au travail et de l'écologie. Et côté perso, je vis avec mon compagnon Martin, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Okay. Et on a une petite fille qui s'appelle Joanne et qui a 6 ans et demi, qu'on a eue avec une amie à nous qui s'appelle Mathilde. D'accord, cette histoire assez hors du commun, ou en tout cas pour la majorité, comme on peut dire, que j'ai hâte que tu nous racontes en fait et que tu partages pour justement libérer un peu ces schémas classiques qu'on a tous un peu en tête. Par quoi on peut démarrer pour commencer cette histoire? Qu'est-ce qui a fait que cette histoire est née? Peut-être l'envie d'avoir un enfant? Ouais, c'est ça. parti de là. Ouais, au départ, c'est effectivement l'envie d'avoir un enfant. C'est cette réflexion qu'on a eue avec Martin. Ça faisait peut-être à ce moment-là 10 ans qu'on était ensemble. Et voilà, on s'est interrogé sur comment avoir un enfant quand on est un couple homo. Mm-hmm. Et on s'est renseigné auprès d'une association, l'association des parents gays et lesbiens, qui s'appelle la PGL. Et voilà, on a regardé les différentes options entre l'adoption, qui est un format assez compliqué, la GPA, donc la gestation pour autrui, la mère porteuse. Pas en France, du coup? Ouais, pas en France, Ouais. du coup, voilà, donc États-Unis, Canada et d'autres pays qui sont ouverts. Et puis la dernière option qui était la coparentalité, et qu'on a découverte avec l'association. D'accord. Et la coparentalité, si on devrait déjà donner une définition, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est assez multiple, mais c'est comment tu peux avoir une famille à plusieurs, que ça soit un papa, une maman, deux papas, une maman, deux papas, deux mamans, voilà. Enfin, c'est comment tu vas construire un projet familial en dehors, on va dire, des schémas classiques. Pas forcément, quand je dis un papa, une maman, voilà, des personnes qui ne sont pas forcément en couple, ça peut être des amis qui vont décider d'avoir un enfant ensemble. Qui ont un souhait de parentalité, mais où l'amour amical prime plutôt que l'amour autre, quoi. C'est ça, exactement. Alors raconte-nous comment donc vous voyez ces différentes options et arrive l'idée de la coparentalité. Et ensuite Eh ben, on découvre ce schéma-là et on se dit pourquoi pas, parce que il y a plein de choses qui nous parlent bien. C'est-à-dire qu'il y a le côté construire une famille de manière un peu en tribu, quoi. Enfin, voilà, avoir plusieurs parents autour de cet enfant. Je trouve que ça fait un peu moins peur, en fait. Moi, ça me fait un peu moins peur par rapport à la responsabilité d'être parent, de me dire qu'on va être plusieurs à gérer ça. Il y a le côté aussi être en garde partagée. Quand tu as 30 ans, tu te dis est-ce que je suis vraiment sûr d'être parent? Est-ce que ça va être une sacrée aventure? Et puis tous les soirs de s'occuper d'un enfant, voilà. Tu sais à quel point ça peut être compliqué. Et donc se dire si on est en garde partagée, ça serait peut-être plus un modèle qui nous convient. Ça nous permet d'avoir notre vie à deux, de faire des choses aussi chacun de notre côté, et en même temps de pouvoir s'occuper d'un enfant la moitié du temps. Donc il y a plein de choses qui nous plaisent dans ce modèle-là. Après, ce qui reste compliqué, c'est de trouver la bonne personne pour se lancer. Et alors du coup, une fois qu'on se dit c'est une option qu'on peut regarder, comment on trouve un coparent? Je sais qu'il existe des sites, mais sinon. Ouais, il existe des sites, on a testé des sites, mais c'est vrai qu'assez vite, ça n'a pas fonctionné. On a fait quelques rencontres, mais... C'est quoi? T'as des profils? T'as des profils, tu fais ton petit profil sur le site, tu mets ta photo, tu te décris, tu dis un peu ce que tu recherches comme projet, enfin voilà, pourquoi tu veux un enfant. Tu regardes les profils des autres, un peu comme un site de rencontre. Et puis après, si ça match, tu décides de te voir autour d'un verre et de parler du projet.
Donc vous en avez rencontré ? On en a rencontré, Ouais. mais à chaque fois, ça n'a pas fonctionné. Soit le projet n'était pas exactement le même. Nous, on voulait vraiment quelque chose... on voulait vraiment être parents, tu vois, à la moitié du temps, quoi. Ouais. C'était ça, on cherchait une garde 50-50 et être aussi investi que la maman ou les mamans. Vous cherchiez pas une donneuse, vous cherchiez vraiment un coparent, quoi. Exactement, on cherchait une coparente, ouais. Une coparente ou Une des coparente, coparentes, ouais. voilà. Et donc on a cherché, on a eu plusieurs rendez-vous, certains qu'on a fait plusieurs fois, et puis on a laissé tomber le côté site, notamment en se disant, en fait, c'est difficile de partir avec une inconnue. Ouais. Tu connais de nulle part. Voilà. Ouais. Alors que finalement, autour de nous, il y a peut-être des personnes que ça pourrait intéresser. Alors là, comment on fait quoi ? On prend son téléphone et son répertoire ? Ouais, il y a un peu de ça, c'est-à-dire que tu te dis en fait qui pourrait... déjà, on en parle autour de nous, on en parle à nos amis. Ouais. Voilà, on dit, il y a ça, il y a la coparentalité, on aurait bien être parents, mais bon, voilà. Et puis, très vite, on a une première amie qui nous dit, mais moi, ça m'intéresse d'y réfléchir. Donc, on commence à en parler avec elle. On fait plusieurs rendez-vous, et puis tout ça s'étale sur plusieurs mois, quoi. Okay. On se met un peu à rêver, on se dit, waouh, ça pourrait être ça nous pourrait trois, être quoi, elle, voilà. ouais. Et puis, au bout de quelques mois, elle se ravise, elle dit, en fait, je pense que c'est pas pour moi. Je crois qu'avant tout, je cherche l'homme de ma vie et construire un projet parental plus classique. Ok, donc là, retour... Ah là, c'est grosse déception, quoi. Ok. Désillusion, retour à la case départ. Donc on retourne sur les sites, puis on laisse un peu tomber l'idée. Pendant quelques temps, quelques années passent. Ok, ouais. carrément. Ouais. Ouais, quelques années passent, on se dit peut-être qu'on va enterrer ce projet, ou peut-être que c'est un peu trop tôt, tu vois. Quand on a commencé, on avait 32 ans. Ok. Et à un moment, vers 37, 38 ans, le projet ressurgit parce qu'on se pose la question de partir à l'étranger et qu'on se dit, si là on part à l'étranger, clairement, c'est pour quelques années et on laisse de côté un petit peu ce projet de parentalité à un moment assez charnière. Et on se dit, est-ce qu'on a vraiment envie de ça ou est-ce qu'on a peut-être envie de se lancer maintenant ? Et c'est là que on réévalue la situation, on se dit, en fait, il y a quand même une amie à qui on n'a pas proposé et qui pourrait être intéressée. D'accord. Que vous avez connu dans ce temps de réflexion ou qui était déjà là au début de l'idée ? Elle était déjà là au début de l'idée. Elle faisait partie du groupe d'amis avec qui on avait on a une relation très 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 forte, quoi, presque d'amour, quoi, dans ce groupe d'amis. Et la première personne avec qui on avait eu un projet est Mathilde. Les deux étaient dans le groupe. Donc Mathilde a beaucoup conseillé aussi, tu vois. Elle a beaucoup suivi tout ce projet-là, même s'il n'a pas abouti. Et donc on l'avait toujours en tête, mais on n'avait jamais voulu lui proposer parce que à l'époque elle vivait des relations sentimentales très en dents de scie, et donc on se disait est-ce que vraiment elle est suffisamment stable émotionnellement pour qu'on puisse se lancer dans un projet comme ça, parce que finalement c'est aussi un risque pour l'enfant, quoi. Ouais, voilà. Donc il y avait ce truc là qui restait dans un coin de notre tête, mais on n'osait pas lui poser la question. Et alors, après, vous l'avez, vous dites, bon, quand même, on essaye ou... C'est ça. En fait, à un moment, il y a un truc qui se débloque où elle, on la sent plus posée. Je sais pas, elle reprend le saxo. Tu sens qu'elle est bien seule, quoi. Tu vois, il y a plus ce truc d'être avec quelqu'un pour se sentir bien. Et on sent qu'elle est bien, elle est dans une bonne phase. Et à côté de ça, on partage plein de trucs. On est super proches, on a plein de valeurs en commun. Et voilà. Et on se dit... Et là, on lui pose la question directement. À une soirée, comment c'est ? Non, ça se passe pas une soirée, ça se passe un week-end où on se balade en forêt. On est tous les trois et on vient juste de se dire avec Martin qu'on va lui proposer, et Martin lui pose la question. Voilà, est-ce que ça t'intéresserait de réfléchir à un enfant avec nous ? Alors, prends le temps de réfléchir. Elle a fait, non, mais oui, tout de suite. Incroyable. Ouais. Elle aussi, elle se posait la question, elle osait pas vous le dire ou qu'est-ce que... il y avait de ça. Je pense elle se posait la question et elle osait pas nous demander. Je pense qu'elle avait peur qu'on soit pas intéressé ou qu'on lui dise non. Ou que ça abîme votre amitié ou... Ok. Et elle, de son côté, elle était dans quelle situation amoureuse ? Elle était célibataire ? Elle avait plus envie d'amoureux ou d'amoureuse ? C'était... À ce moment-là, elle était célibataire. Elle avait quelqu'un qu'elle fréquentait, mais rien de très sérieux. Mais ça a assez vite changé, parce que un mois après qu'elle nous ait dit oui, elle a rencontré son compagnon Jérôme, avec qui elle est encore depuis. Ok. Voilà. Et alors, le fait qu'elle rencontre quelqu'un, est-ce que ça a remis en... Enfin, du coup, non, mais comment on rebascule de se dire je continue l'aventure et je dissocie
parentalité et relation de couple ou sa vie amoureuse de l'autre, c'est comme ça qu'elle a un peu switché. Enfin, comment on dissocie les deux? Dès qu'elle a rencontré Jérôme, dès le premier date qu'ils ont fait, elle lui a dit tout de suite, au fait, comme ça, je te dis, j'ai un projet d'avoir un enfant avec un couple d'amis gays. Donc lui, il était déjà, tu vois. Ouais, c'était soit tu C'était continues clair. et tu connais la situation, soit ciao, quoi. C'est ça. Donc ça posait directement le sujet, le cadre. Et en fait, je pense finalement que ça les a aidés parce que ça évacuait cette question du désir d'enfant pour elle. Oui, parce qu'elle avait quel âge à peu près? Elle avait 39 ans. Ok, au moment donc la du projet. question se posait, quoi. Ouais, la question était hyper présente dans sa tête. Donc là, ça lui permettait de se dire, ok, je peux commencer cette histoire d'amour tout en mettant pas cette pression à mon compagnon, ouais, quoi. Exactement. Lui, il avait des enfants? Lui, il avait déjà une petite fille Ok. qui avait 4 ans à l'époque. Ok. Donc du coup, pas cette pression de couple. Et alors après, c'est quoi les étapes? Une fois qu'on se dit oui, on est d'accord, ensuite... Il y a plein de questions qui se posent. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on était le oui est venu assez vite, du coup, donc on n'a pas remouliné, tu vois, toutes les questions autour de est-ce qu'on est sur les mêmes valeurs, etc. Et puis, je pense qu'il y avait déjà 8 ans d'amitié qui nous liaient, donc il y avait plein de choses qu'on savait déjà. Ouais. Donc, on est allé assez vite dans le vif du sujet avec la question de la conception. Donc, il faut faire les tests, spermogramme de notre côté, du côté des papas. Ouais. De son côté, faire des tests de fertilité. Elle avait un problème d'endométriose. Donc, très vite, on s'est orienté vers une PMA. Okay. Donc, après, il faut trouver le bon médecin pour nous accompagner là-dedans. Oui, qui est d'accord de faire cette procédure. Est-ce que c'est... En France, c'est comment? C'est OK? Non, hein? Non, en France, c'est pas autorisé sous cette forme. C'est-à-dire qu'il faut avoir tenté déjà d'avoir un enfant pendant un certain temps, être en couple, etc. pour demander une PMA Enfin, à l'époque, c'était entre comme ça, en guillemets. tout cas. Ça a bougé depuis, mais à l'époque, c'était comme ça. Et nous, on avait envie de faire ça à visage découvert et donc de pouvoir y aller à 3. Ouais. Et heureusement, on avait dans nos contacts un médecin qui a été ouvert et conciliant et qui était motivé par notre projet et qui nous a reçus. Super, ok. Alors, juste avant de continuer, la question d'éducation, est-ce que c'est quand même des choses dont vous avez parlé, est-ce que vous aviez vos valeurs en tant qu'amis et l'amitié qui vous lie? Mais au niveau des valeurs d'éducation, etc., est-ce que vous êtes posés, assis autour d'une table et réfléchis à comment on va éduquer notre enfant, école privée, pas privée? Enfin, c'est des questions qu'on se pose un peu, qui peuvent parfois... Oui, c'est des questions qu'on s'est posées. C'est vrai que la question, c'est vrai que c'est marrant, cette question d'école privée, école publique, c'est quand même un marqueur assez drôle, important, ouais. qui vient vite. Et donc on était tous assez raccords sur l'envie d'aller vers l'école publique pour Johan. Après, au-delà de ça, c'était assez compliqué en fait de se poser cette question des valeurs. Il y a pas beaucoup de marqueurs. On s'est dit comment on peut le rendre concret. On s'est dit à quel âge on voudrait, je sais pas, commencer à donner de l'argent de poche à un enfant ou tu vois ce genre de truc. Ouais. Mais en vrai, c'est plus quelque chose que tu sens. C'est quelque chose que tu sens. Ouais. Y a pas vraiment j'ai pas trouvé de questions qui permettaient de bien identifier tout ça. En revanche, les questions de fond, c'était quand même la question du temps de garde et la question de la proximité géographique. Et ça, il y avait quand même une forme d'engagement qu'il fallait qu'on ait, de se dire, en fait, il faut qu'on habite dans la même ville et à côté les uns des autres pour qu'on puisse chacun emmener l'enfant à l'école facilement. Ok. À ce moment-là, vos familles, est-ce qu'ils sont au courant du projet? Est-ce qu'ils vous suivent? La famille, est mise au courant au bout de quelques mois, quand on commence un peu à avoir des retours des examens, des projets de conception qui commencent un peu à avancer. Okay. Et là, on se dit, OK, il est temps d'en parler à la famille. C'est bon, ça prend forme, on va en parler. C'est ça. Et quand j'en parle, moi, j'ai une première réaction assez négative de mes parents qui me disent, mais pourquoi tu t'embarques là-dedans? Vous êtes très bien dans votre vie à deux avec Martin. Pourquoi vous embêtez avec des enfants? D'accord. Ouais. Et puis, je leur dis, oui, mais voilà, c'est ce projet avec Mathilde. Puis, ils ont rencontré Mathilde peut-être quelques semaines plus tôt. Et là, ils me disent « Ah, mais c'est avec Mathilde !» « Ah, mais ça devrait aller alors. » Voilà. Et voilà. Et du coup, j'ai eu cette approbation après coup de mes parents. Ça m'a fait ça fait du bien. Ça fait du bien. Ouais. Ouais. Et de côté de ton compagnon, c'est pareil? Et du côté de mon compagnon, ils ont toujours été... Les parents étaient beaucoup plus ouverts rapidement et tôt. C'était plus compliqué dans ma famille. Donc, on a eu leur soutien rapidement. Ok. Et alors, du coup, vous trouvez ce médecin et ensuite
Eh ben, on trouve ce médecin. Après, se pose la question de savoir de notre côté qui va être le père biologique. Ouais. Donc, Grosse question, j'imagine. Grosse question. Donc, effectivement, il y a le truc des spermogrammes où on se dit, on va peut-être avoir un premier retour, mais bon, finalement, c'est toujours un peu. C'est toujours un peu flou, en fait, les résultats qu'on a ne nous donnent pas de. C'était un peu kiff-kiff entre les deux. Du côté de Mathilde. Voilà, c'est la question de fertilité. Donc, elle avait congelé des ovocytes, ouais. 1 ou 2 ans plus tôt. Donc, voilà, on est parti sur une FIV avec ces ovocytes congelés au départ. Donc, il y a tous ces sujets qui viennent percuter. Et pour nous, c'est vrai que Mathilde, à un moment, nous pressait de nous dire, en fait, entre vous deux, là, qui c'est qui va être le papa biologique? J'aimerais bien savoir. Mais elle n'essayait pas trop nous mettre la pression, mais quand même. Et donc, on a décidé que l'un d'entre nous serait le père biologique et l'autre serait le père civil qui donnerait son nom à la naissance. D'accord. Donc, voilà, donc Martin est le père biologique et moi, je suis le papa, on va dire, reconnu de nom. De nom et par la loi, quoi. Est-ce que ça abîme un couple, ça? Est-ce que c'est des questions un peu... c'est des questions fortes quand même, de se dire un peu ce côté de garder... le génétique de sa famille, enfin, ça vous a pas abîmé, ça vous a pas touché, comment vous avez vécu ça? C'était un sujet vraiment compliqué parce qu'en fait on sait pas à quel point c'est quelque chose auquel on tient, mais tellement de personnes en parlent de ce côté biologique qu'on se dit que en fait c'est peut-être essentiel, tu vois. Et on a vraiment pris le temps de se poser régulièrement sur le sujet, tu vois, semaine après semaine, se dire ok, t'en es où toi là-dessus? Et on se dit ok, finalement je crois que c'est pas important pour moi, je crois que pour moi non plus, mais alors du coup comment on décide? Et c'était compliqué. On arrivait à un point, on s'est dit je crois que ça pourrait être l'un ou l'autre et c'est ok. C'est ok pour les deux. Ouais. C'est ok pour les deux. Après, ce qui a fait basculer la décision, c'est que moi depuis 2011 je suis séropositif. D'accord. Et en fait les parents séropositifs en fait doivent passer par un canal spécial pour accéder à la PMA, donc certains établissements. Et ça faisait que le médecin qui nous accompagnait, quand on lui a posé la question, nous a dit ça serait quand même plus pratique si c'était votre compagnon qui était le père biologique. Ouais, donc finalement, ça a enclenché le processus comme ça, quoi. C'est ça. Ok. Voilà. Mais c'est vrai que c'était compliqué parce que pour moi, je voulais pas que finalement ce statut, tu vois, séropositif soit la raison pour laquelle je vais être écarté d'être père biologique, alors qu'en réalité, c'est possible, tu vois. Ouais. Mais à un moment, quand j'ai évoqué ce sujet avec Martin, il m'a dit... en fait, tu sais, moi je trouve ça serait très beau en fait que tu sois à la fois, tu vois, séropo et le père biologique de cet enfant. Et je suis prêt à te le laisser aussi pour ça, pour que ça soit une sorte de revanche quoi sur la vie. Donc le fait qu'il me dise ça, ça m'a vachement soulagé. Ouais. Et en fait, le fait qu'il soit prêt à me donner ça, je me suis dit en fait. C'est bon. Trop bien. Ouais. C'est beau, hein. Vous avez un amour quand même qui est waouh quoi. Vous êtes costaud entre vous deux, quoi. Ouais. T'as les yeux tout. Ah oui, je suis ému parce que... C'est beau à entendre, c'est rassurant, c'est vrai qu'il y a des histoires comme ça. Et alors, après, donc, le choix est fait, vous en parlez à Mathilde. Ouais. Mathilde, donc, comprend, j'imagine, et OK dans le cheminement. Ouais. Et après Et après, du coup, on fait une première tentative de FIV qui... On part une semaine en vacances et puis on sent Mathilde a des douleurs, etc. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Et effectivement, c'est un échec. Et 1 mois plus tard, deuxième tentative, on a un premier retour négatif à la fin d'année vers Noël. Donc on se dit, on va repartir sur une troisième. Et puis, bizarrement, une semaine plus tard, on a reçu un appel de Mathilde. Nous, on était partis en vacances entre-temps, puisqu'on a vu cette mauvaise nouvelle. Et elle nous dit, non, mais en fait, ils se sont trompés. Je suis enceinte. Incroyable, le cadeau de Noël, quoi. Incroyable. Et elle, en plus, c'était Noël, donc elle avait picolé. Elle s'était dit, j'en profite au moins, je suis pas enceinte, j'en profite. Et puis, bam, finalement, enceinte. Okay. Et là, tout s'enclenche. C'est-à-dire que, il y a l'inquiétude de se dire, est-ce que ça va tenir, hein, ce truc des premiers mois, des premiers examens. Et en même temps, il faut quand même se préparer. Donc, envisager le fait d'emménager ensemble. C'était notre projet au départ. C'était de se dire, pendant la grossesse, on emménagera ensemble jusqu'au 1 an de Joanne. Ok, super. Et donc là, vous faites quoi? Vous changez d'appart et vous trouvez votre maison? Ouais, on commence à chercher des apparts, on fait les annonces. Et puis, premier truc, on nous dit, comment
qui veut habiter dans cet appartement, donc comment expliquer le truc, et là l'agence se dit non mais c'est trop compliqué votre affaire. Il nous faut un dossier simple. Ouais, les gens veulent pas de coloc, etc. Dites un père, une mère, etc. Un enfant, c'est bon. Je dis non mais c'est pas ça. Donc je prépare un petit courrier, tu vois. Bon, le projet fonctionne pas. Et puis la deuxième visite, super appart près des buts de Chaumont. Et pareil, je refais un petit courrier pour expliquer notre situation. Et là, un oui franc de la propriétaire qui dit mais c'est trop beau votre histoire. Trop bien. J'ai envie de vous louer l'appartement. Voilà. Ok. Donc là, vous emménagez ensemble et se passent les 9 mois de grossesse. Ouais, les 9 mois de grossesse. Et Joanne naît à la fin de l'été. Et Aujourd'hui, quel âge elle a, Joanne ? elle a 6 ans et demi. Ok. Et pendant cette période des 9 mois, vous étiez tous les 4 finalement, puisque Mathilde avait son nouvel amoureux. Oui, alors, oui, mais il habitait Ils pas avec habitaient nous. pas, ouais. Ils habitaient pas ensemble, ils habitent d'ailleurs toujours pas ensemble. D'accord. Donc Il on fait était- partie quand même de l'histoire quelque part Exactement. un petit peu, ouais. Donc, pendant cette période-là, elle est enceinte, elle a son compagnon, donc c'est quand même assez délicat parce Ouais. que tu vois, quand lui va la présenter dans sa famille, il dit bon, bah voilà, je vous présente ma nouvelle copine qui est enceinte de son couple d'amis. Ouais, ça Homo, doit tu être vois. un sacré truc. Donc c'est assez particulier. Ok. Mais voilà, petit à petit, il rentre dans l'histoire. Nous, on apprend à le connaître de mieux en mieux. Et c'est un accouchement qui va être programmé. Mhm. Et la veille de l'accouchement, on est tous ensemble. Voilà, il est musicien, donc il nous joue des morceaux de guitare. Enfin, il y a tout un... Voilà, il est vraiment avec nous, si tu Ok. veux, pour l'accompagner, elle, bien. et lui apporter ce que nous, on ne peut pas lui apporter, tu vois. Cette affection, Cette tout ce... affection ouais. et amoureuse que... Exactement. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Et est-ce que vous vous êtes dit, avant que Joanne arrive, vous vous êtes mis d'accord sur une histoire à raconter ? On était assez clair sur l'idée Ouais. qu'il faut être honnête et lui expliquer avec les mots qui sont adaptés à son âge, tu vois. Mm. Donc, on a très vite, après sa naissance, écrit un petit livret qui raconte son histoire. Ok. Voilà, sa conception, depuis notre rencontre, discussion avec Mathilde, le docteur magicien, voilà, la petite graine, voilà, comment tout le projet est né, comment Jérôme s'est intégré, le compagnon de Mathilde, dans le projet à un Mhm. moment. Enfin voilà, tout ça, c'est un petit livre qu'elle adore lire. Ok. Et alors, elle arrive donc en Août. août. Ouais. Et alors, comment se passe déjà ce rendez-vous à la maternité ? Vous êtes là, donc bah, forcément, tous les 4 ou tous les 3 ? On est là tous les 3, Ok. rendez-vous à la maternité. Donc nous, on arrive avec tout notre bordel. On est là, on est chargés comme pas possible. Et ils ne comprennent pas la maternité. On dit non, mais nous, on s'installe. Donc C'est ils nous nous. laissent la salle. On avait apporté nos matelas. Nous, on a l'habitude de faire du camping avec Martin. Donc c'était très bien. Et c'était à la maternité des Lilas où il y a vraiment en plus un super accompagnement. Et on a été très bien reçus. Et du coup, on a passé plusieurs jours là-bas. C'était assez idyllique Tout en le fait. monde connaissait votre histoire dans la maternité. Tout le monde connaissait Ouais. l'histoire, voilà, ça amusait les gens. Et ouais, on a été. C'est des très beaux moments, quoi, quand on se souvient. Et alors, le retour à la maison ? Plus compliqué, le retour à la maison. Parce que. On est moins accompagnés déjà. On se rend compte que voilà, on n'a pas forcément tous dans la même situation. On s'était dit qu'on allait passer quelques jours à la campagne pour profiter des débuts de la parentalité. Et en fait, Joanne a du mal à prendre du poids, donc il y a des rendez-vous à la PMI assez Ouais. stressants. Donc on décide de rentrer plus tôt. Enfin voilà, tout ça crée un peu de stress et d'inquiétude. Et puis aussi, on sent qu'il n'y a pas le même rapport à l'enfant qui s'installe, on va dire. Mhm. Avec Mathilde, qui est très maternante, aussi, très inquiète. Elle s'est découverte très inquiète autour de la maternité dès le départ, et nous qui avons un petit peu de mal avec Martin à trouver notre place Ouais. en tant que papa. D'accord. Donc ça met quelques mois à se mettre en place. Ok. Mathilde est en même temps très consciente, tu vois, de la place qu'elle veut nous donner. Donc petit à petit, elle commence à sortir de l'allaitement pour qu'on puisse donner des biberons. Et voilà. Et puis on alterne les nuits. Donc ça, c'est quand même Ouais. un gros truc, tu vois, quand t'es jeune parent. D'alterner, ouais, c'est sûr. On alterne les nuits, une nuit sur 3, en gros. Une nuit sur Enfin, 3, une nuit sur 3. Après, comme elle allaite, tu vois, elle a quand même Ouais. un peu plus de taf que nous. Tu m'étonnes. Voilà. Ok. Vous prenez un petit peu vos marques. Ouais. Vous avez décidé de passer cette première année tous ensemble, hein. Donc pour l'instant, vous êtes vraiment tous les 3 dans cet appartement. C'est ça. Ok. Donc nous, on est à l'étage, c'est un petit duplex. Nous, Ok. on est à l'étage. Mathilde est en bas. Au bout d'un moment, Joanne est d'abord en cododo, puis petit à petit, elle part dans sa chambre.
Et voilà, les mois passent. Donc les 6 premiers mois, je te dis, voilà, avec pas mal de tensions quand même, et en même temps des super moments partagés. Mais en fait, pour nous, il se passe un truc, c'est-à-dire qu'on s'est connus comme des amis pendant des années, et là vient se greffer là-dessus une nouvelle relation qu'il faut apprendre. Qu'il faut apprendre, voilà. Ouais. Apprendre à être parents ensemble. Et ça, c'est compliqué. Comme tu dis, c'est des mêmes problèmes que rencontrent les couples, tu vois, quand ils apprennent à être parents ensemble. Ouais. Il y a plein de choses qui se jouent par rapport à leur famille, à leur histoire familiale, à leur rapport à plein de choses, à la sécurité. Tout ça se rejoue à ce moment-là. Et on découvre des dissensions qu'on n'avait pas avant. Ouais. Et est-ce qu'il y a un truc, le fait d'être deux et elle seule, est-ce que ça s'est ressenti à un moment donné? Est-ce que ça peut être compliqué? J'allais dire d'être deux contre un, mais est-ce que ça a joué à quelque chose de là-dedans ou pas? Ouais, je pense, bien sûr. Ouais, je pense qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là. C'est vrai que nous, on avait l'habitude, on avait cette communication depuis 10 ans avec Martin, et donc on parlait de chaque chose naturellement, et souvent on se mettait un peu d'accord entre nous deux avant d'aborder le sujet avec Mathilde. Et du coup, elle avait parfois le sentiment que les décisions ne se faisaient pas vraiment, les débats ne se faisaient pas vraiment tout de suite à 3. Ce qui aurait été, oui, vous aviez de l'avance par rapport à de l'avance sur une réflexion qu'elle prenait peut-être en cours de route parce que vous alors généralement d'accord. C'était plutôt elle qui avait de l'avance sur les réflexions. D'accord, et qui nous posait des questions où on n'était pas du tout préparés. Et elle avait plus tendance à anticiper que nous les sujets. Mais voilà, pas le même rapport justement. Et nous, on avait besoin de discuter des trucs pour arrêter des fois une position commune par rapport à elle. Tu vois, donc tu as tout ce truc-là où oui, tu peux avoir le sentiment, elle pouvait avoir le sentiment qu'on était parfois deux contre un. Et est-ce qu'à un moment donné, vous avez douté ou de se dire voilà, c'est compliqué, peut-être que c'était pas la bonne idée? Est-ce qu'il y a eu cette phase à un moment donné ou jamais? Non, je crois pas. Je crois pas, franchement. Oui, il y a eu des moments compliqués, mais globalement, l'essentiel se passait bien. Je pense qu'on a eu les mêmes galères que peuvent avoir des couples à ce moment-là. Mais ça remettait pas en cause le projet, où on s'est jamais dit qu'on avait fait une erreur. Et puis les trucs c'est des sujets qui quand même s'apaisent avec le temps, en même temps que le sommeil s'améliore, que tu apprends à te connaître. Et puis on a eu le réflexe aussi à un moment, quand on a eu un moment compliqué, notamment préparer le départ, le fait qu'on allait repartir sur des apparts séparés. On a eu le réflexe de faire appel à une conseillère parentale pour nous aider à dénouer certains sujets qu'on avait entre nous. Oui, parce qu'elle craignait, elle, se séparer de... Enfin, vous aussi, remarque, se séparer une semaine sur 2. C'est ça, le fonctionnement? Vous faites une semaine sur 2? On est sur un truc un peu plus rapproché. On est sur 2 jours, 3 jours, depuis toujours. Oui, elle craignait ça. Elle craignait le fait de plus être tous les jours, quoi, avec sa petite fille. Donc c'était dur pour elle, je pense, plus que pour nous, où en fait, nous, on était assez contents à l'idée de pouvoir reprendre cette liberté. Ouais, il y avait un rapport assez différent là-dessus. Est-ce que le fait d'être donc deux papas, qui est reconnu finalement administratif, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, est-ce que ça peut être dur parfois pour ton compagnon? Parce que comment ça se passe à la crèche, par exemple? Ça s'est plutôt bien passé, en tout cas dans nos rapports avec l'administration. Alors, on ne rentre pas toujours dans les cases, donc tu vois, à la maternelle par exemple, on a... la directrice nous dit non, désolé, il n'y a que papa, maman, je ne vais pas pouvoir vous faire les communications, mais vous ferez des transferts de mails. Et t'es là, ok, bon, vous pouvez aussi faire le choix d'avoir une mailing list. Enfin, il y a peut-être des adaptations qui sont possibles en fait, et ce qu'on a eu d'ailleurs à l'école primaire. Donc d'une fois sur l'autre, tu vas trouver des gens qui sont plus à même d'intégrer ça. Et après, de son côté, non, je pense que globalement, voilà, je crois pas, enfin je vais pas parler en son nom, mais je crois pas qu'il ait vraiment ressenti de rejet, quoi. Arrive le déménagement, c'est ça? Ouais, arrive le déménagement, compliqué, mais qu'on a quand même réussi à détricoter avec cette conseillère parentale avec qui on a fait quelques sessions, parce que ça pose des questions de où est-ce que Mathilde va s'installer. Elle était pas rassurée de se dire je vais me retrouver dans un petit truc avec ma fille la moitié du temps, là où en fait aujourd'hui je suis dans un appart assez grand, on est tous ensemble à s'occuper des choses, donc ça lui faisait peur. La question financière aussi, de comment on n'est pas dans la même situation financière d'un côté et de l'autre. Donc tout ça, on arrive à le discuter avec la conseillère. Et à ce moment-là, arrive une surprise, c'est que Élise, une amie de Mathilde, lui propose de réfléchir à s'installer ensemble en coloc. Incroyable. Histoire de continuer un peu le schéma incroyable. hors de schéma classique. Paf. Élise est la marraine de Joanne.
Ok. Voilà, depuis le départ. Elles sont amies de longue date. Et elle lui dit, voilà, t'intéresserait qu'on y réfléchisse. Et du coup, finalement, Élise s'installe dans l'appartement où on était tous ensemble. Ok. Voilà. Donc, Élise, elle avait un enfant ou... Élise avait un enfant, ouais. Ok, donc à 4. Exactement, à 4, Ok. un ado à l'époque. Et du coup, ils s'installent à 4. Incroyable. Donc, elle en bas, Mathilde et Johan en haut. Et c'est cette colloque de mamans on va dire solo, pas vraiment solo, parce qu'elles sont toutes en couple, mais qui n'ont pas forcément envie d'habiter Ok. avec leurs compagnons. Incroyable. Et vous prenez votre petit nid à vous, du coup, Ouais. et commence, du coup, la garde partagée. Comme on l'avait un peu imaginé Ouais. au départ du projet. Et c'est vrai que ça nous permet, moi ça me permet de mieux trouver ma place, je pense, en tant que papa, que ce que j'avais pu jusqu'à présent. Même si les choses s'étaient améliorées, tu vois, au fur et à mesure, on est finalement resté 2 ans en coloc. Ce moment de se réinstaller ensemble, Ouais. séparément, ça ouvre un nouveau chapitre. La vie reprend un autre rythme. Elle a 2 ans. Ensuite arrive l'école primaire, etc. Est-ce qu'il y a eu des moments clés qui ont fait les anniversaires? Comment ça se passe? Vous êtes toujours tous ensemble? Est-ce que vous êtes donné un peu des rituels, un peu des choses que vous ferez tout le temps? C'est marrant que tu parles des anniversaires parce que oui, ça fait partie des moments, tu vois, c'est fin août à chaque fois. Et donc, on organise un grand anniversaire pour Johan, souvent dans le parc des Buttes-Chaumont. Il fait souvent Ok. beau le dimanche. Et là, on prend des boissons et on invite tous les amis, la famille, les copines de l'école, etc. Et donc, c'est souvent un moment familial super sympa qu'on a un peu instauré. Et chaque année, on le fait depuis, ça doit faire 3 ou 4 ans déjà. Et à côté de ça, on passe pas mal de temps, en fait. Ensemble, ça arrive quand même assez souvent qu'on se voit. On fait des vacances ensemble, ça arrive qu'on passe des week-ends ensemble. On a toujours ce groupe d'amis Solide, qui est là depuis 10 ans. Par exemple, à Pâques, on était ensemble en vacances dans les Pyrénées. Il y avait aussi Jérôme qui était là avec sa Ok. fille. Donc tout ça, tu vois, fait un Incroyable. grand mélange. Une grande famille, quoi. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu des remarques de personnes qui comprennent pas? Alors, souvent les gens font la confusion et pensent que Mathilde est une mère porteuse et qu'on a eu D'accord. recours à une GPA. Donc ça, je dirais que c'est la principale erreur, tu vois, quand je raconte le truc, la personne, ah oui, très bien, ok, et du coup, la mère porteuse, Elle reste là encore, elle reste là encore, ouais, c'est ce genre Ouais. de truc-là. Mais non, mais c'est pas une mère porteuse, en fait, c'est vraiment C'est la la maman. Voilà. D'accord. Et donc, ce truc-là, faut un peu, on rame un peu pour expliquer ce truc de coparentalité. Ouais. Et est-ce que vos parents, à tous les deux, le fait qu'il y en a un qui soit biologiquement le papa de Johan, est-ce qu'il y a eu des remarques, des questionnements, de se dire « Ah, mais et toi alors ?» ou comment ça s'est passé, ça? Alors, il y a eu effectivement un premier réflexe de mon père, à qui j'ai expliqué que je ne serais pas le père biologique. Il m'a dit, je ne serais pas vraiment Papy? papy. C'était, tu vois, un peu le réflexe de base qu'il a eu. Dans la réalité, il est complètement papy. Ma Complètement mère gaga. est à fond aussi. Il la garde souvent. Et en fait, les parents sont assez vite... Ok. Ouais, Ouais. et sur cette question du biologique, c'est vraiment dingue parce que autant ça a quand même beaucoup occupé, tu vois, la réflexion au moment de la conception, autant Maintenant, c'est fini, tellement quoi. balayé. Ouais. Enfin, tu vois, même le sujet me revient jamais, tu vois, en face. Et Tu vous vois, vous ce sont étiez aussi jamais pas l'un que l'autre, quoi. jamais dit on fera 2 enfants? C'était dans les réflexions, ça fait partie des réflexions pour finalement que chacun ait son côté, un coup biologique et un coup plus papier, Ouais, administratif. en fait, moi, je me suis senti rempli, en fait, déjà, Ouais, tu vois, par la pas besoin de parentalité, plus, là. quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit souvent, notamment je l'ai vu pas mal dans les GPA, mais aussi dans les coparentalités, où tu as des croisements comme ça, un papa avec une maman, et puis des fois l'autre papa avec l'autre maman, et donc 2 enfants comme ça. Mais ouais, dans notre cas, moi, j'ai pas eu ce besoin-là, Ouais. au final. Vous êtes jamais J'avais dit fait, ouais. on relance l'aventure et on repart dans un 2e enfant, quoi. Ouais, la question, c'est quand même, c'est quand même une question qu'on s'est posée, mais pour des raisons, on va dire, un peu matérielles quand même, d'organisation. Dit, est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Et puis le temps quand même qui court vite, tu vois. Donc finalement, on est resté juste sur Johan. Ok. Et là, Johan, aujourd'hui, comment elle raconte son histoire?
C'est une bonne question. Je sais pas comment elle raconte son histoire. Faudrait que je sois la petite oreille Ouais. pour entendre qu'est-ce qu'elle dit, tu vois, dans la cour d'école. En vrai, je sais pas trop. Tu vois, là, on va ce week-end à un festival qui s'appelle le Pride Family Festival, qui accueille les familles LGBT. Et donc, je lui en parle. Je lui dis, bah, tu vois, on va aller dans un festival avec d'autres familles, un peu comme la tienne et tout. Elle dit comment ça, un peu comme la mienne. Donc je dis des familles avec soit des deux mamans, soit deux papas, une maman, soit deux papas, deux mamans. Et là elle me dit mais quoi, deux papas, deux mamans? C'est possible ça? Voilà. Donc elle a encore à découvrir là-dessus. Qu'est-ce que tu dirais toi si tu avais un message à passer à des couples ou des personnes seules qui hésitent, qui cherchent en tout cas à passer à l'action et qui sont là à se dire mais ça marchera pas ou ça ira pas. Est-ce qu'à un moment donné vous avez arrêté de réfléchir? Qu'est-ce que tu dirais comme message toi? C'est délicat parce qu'en fait je pense que j'ai un peu évolué, tu vois, parce que quand au bout d'un an il y avait quand même pas mal de choses qui étaient compliquées. Ouais. Et donc ça m'est arrivé de rencontrer d'autres personnes qui étaient dans ce projet-là, j'étais assez prudent dans la façon. Et puis là, aujourd'hui, depuis plusieurs années, je suis ravi de notre modèle, quoi. Je me sens hyper épanoui dedans. J'ai l'impression que Joanne, c'est pareil, Mathilde, pareil. Donc, j'ai envie de dire oui, mais allez-y, c'est génial. Finalement, c'est un pari gagnant, quoi. Donc, je dirais quand même que la communication est clé, bien se connaître, savoir qu'il peut y avoir des changements. Nous, à la naissance, tu vois, ce truc qui vient se greffer de comment tu deviens parent, mère, etc. Là, la relation de mère a été très nouvelle, pour nous, papa aussi. Y aller parce que tu sens que tu sais communiquer avec l'autre personne, en même temps tout en sachant qu'il va y avoir plein de petits sujets qui vont arriver, quoi. Ce que je trouve beau, en fait, c'est comment ce projet naît d'une amitié. Ouais. Enfin, moi, j'ai toujours beaucoup valorisé l'amitié et tout ce que ça nous apporte. Et tu vois, je trouve que tu peux avoir beaucoup d'amour dans tes amitiés. Et voilà, c'est un amour qui dépasse le couple. Et en fait, un enfant, il a besoin d'amour. Donc, en fait, qu'il se fasse avec un ami, avec ton compagnon, ta compagne, c'est ça qui compte. Bah écoute, je crois qu'on va s'arrêter sur ces mots. Merci en tout cas pour nous avoir donné cette dose d'amour en cet après-midi. Merci beaucoup. Merci Camille. Sympa m'avoir laissé raconter plaisir, cette histoire. Merci à toi en tout cas d'avoir aussi osé et de mettre des mots sur tout ça. Ça reste encore un peu tabou quand même. On le sait, mais ça reste encore un peu tabou. Alors merci beaucoup. À bientôt. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour la sortie d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à liker ou commenter le podcast que vous venez d'écouter si vous avez aimé, ça m'aidera beaucoup à avancer. Très belle journée à tous.